Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le 7e webinaire Lyon. Est-ce que vous nous entendez ou est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous pouvez l'inscrire dans le chat, juste en dessous, s'il vous plaît? Savoir si on est bien connecté avec Yanis. Ah, génial, merci Anne, c'est noté. Et donc, j'ai l'honneur pour ce 7e webinaire qui a lieu après la semaine de l'IA qu'on a fait du 7 au 10 avril. J'ai l'honneur donc d'accueillir Yanis, qui est le cofondateur d'Ideta et qui va nous parler des chatbots IA. Donc, merci Yanis d'être avec nous aujourd'hui. Et avant ça, avant de vous embarquer sur ce gros sujet, je voulais déjà vous resituer. Donc, bienvenue chez Lyon, l'école de l'innovation et l'école de l'IA depuis le début d'année 2025. Et donc, aujourd'hui, nous avons un bootcamp de grosse marketing et d'IA qui existe déjà depuis 1 an. Et en fait, ce bootcamp de grosse marketing, il dure 13 semaines. Vous avez 10 semaines avec du contenu e-learning, des exercices collectifs avec la promo, des interviews d'experts les vendredis midi. Et ensuite, vous avez 3 semaines pour réaliser un gros audit avec une boîte partenaire et donc un vrai cas concret pour obtenir la certification du bootcamp. Et c'est vrai que ce qui a été communiqué dernièrement, c'est la fameuse refonte qu'on a actionnée pour intégrer davantage d'IA. Et donc, vous avez déjà une intro à l'IA générative dès le prep work. Vous avez un module où vous maîtrisez le prompt engineering et vous avez aussi un module où vous créez du contenu visuel avec l'IA. Et bien sûr, on a peaufiné d'autres choses que vous découvrirez. Vous avez accès à la brochure également. Et ce que je voulais aussi vous partager par rapport au fait que ce bootcamp est vraiment génial, c'est qu'on a des experts vraiment de qualité. Il y en a qui sont là depuis le début et il y en a qui arrivent, qui sont nouveaux mais hyper experts. Et voilà, vous pourrez les découvrir davantage. Mais en tout cas, vous avez d'ailleurs Yacine Chablis qui a animé un live sur les agents IA arrivent dans le bootcamp en tant qu'expert. Donc ça, on est très content. Et vous verrez aussi les autres qu'on vous présentera plus en détail. Et donc, pour information, le prochain bootcamp, donc la promotion 7, commence le 14 mai. Et vous pouvez évidemment échanger avec Mélodie, qui est notre admission manager et sales chez Lyon. Donc, n'hésitez pas. Pour information, moi, je suis Aimée, la responsable pédagogique de l'école, et je suis là depuis octobre. Donc, j'ai déjà accompagné 4 promotions. Je commence à être bien rodée, donc n'hésitez pas également si besoin. Et surtout, la grande nouveauté que je voulais vous partager également dans le chat, c'est notre nouvelle formation chef de projet IA qui est donc qui arrive en juin. C'est un format plus court de que le bootcamp pour information, c'est 180 heures sur 13 semaines. Et là, pour ce nouveau programme chef de projet IA, c'est sur 6 semaines en 30 heures. Et donc voilà, c'est rentrer de manière plus concrète en tant que consultant chef de projet sur la maîtrise. Ah oui, Jocelyn, pardon, dans le chat qui nous dit si le programme est sorti. Écoute, on est encore dans la prod, mais on a bien sur le site mis les infos, on a la brochure, donc on va vous partager tout ça. Et bien évidemment, vous avez ce big event lundi. Vous avez la JPO avec Marine, qui est la Head of Schools de Maria, qui chapeaute toutes les écoles et qui focus avec moi pour chef de projet A chez Lyon. Donc, vous pouvez vous inscrire aussi le lundi pour qu'elle réponde à toutes vos questions, parce que voilà, elle suit ça de près. Donc, je la laisse prendre la main le lundi pour en parler plus en détail. Et avant de te laisser la main, Yanis, j'aimerais surtout là dans le chat également, si vous souhaitez vous former au gross marketing et à l'IA prochainement, et surtout si tu es intéressé par la formation chef de projet IA, ça nous aide, nous voilà, pour mieux répondre à vos interrogations, vos projections. Donc n'hésitez pas. Et là donc, je suis contente de pouvoir laisser la main donc à Yanis pour rentrer enfin dans le vif du sujet. Et excusez-moi, juste avant, encore une fois, j'oublie toujours cette slide, désolée. C'est de savoir aussi en chat quel type de profil vous êtes, qu'est-ce que vous faites pour aussi pouvoir mieux interagir avec vous, avec Yanis, par rapport à vos attentes sur le chatbot IA. Donc, indiquez-nous vos posts pour qu'on voit un peu quels sont les profils
voilà, qui sont avec nous. À nouveau, je te laisse la main et si tu veux, je t'accompagne pour les slides. Comme ça, tu es tranquille. Est-ce que, parce qu'en fait, est-ce que je peux partager ou moi-même, parce que comme je fais une partie Oui, alors j'arrête le partage, comme ça tu le fais, génial. comme ça je reprends le. Trop bien. Ok. Là vous voyez Et donc, cet onglet-là? ouais, génial, vas-y. Et là, en plein Diapo, écran, c'est parfait. bon? Vous l'avez bien en plein écran? Mm. Ok, donc enchanté, ravi d'être là aujourd'hui. Je vais me présenter rapidement, sans prendre trop de temps là-dessus. Mais donc je suis Yanis Karjana, je suis CTO et cofondateur d'Ideta. Donc on déploie des chatbots chez des clients qui sont des entreprises principalement. Ça va de l'ETI au grand groupe et parfois des PME. Depuis 2017, donc avant l'arrivée de ChatGPT, donc on a vu un petit peu ce qui s'est passé au cours des dernières années. Et donc, on fait un logiciel SaaS, donc ça veut dire et no code pour la création de chatbots. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir de compétences techniques, vous n'avez pas besoin de savoir développer pour y arriver. Et tout se fait enfin au clic bouton. Alors, bien sûr, il y a des parties qui peuvent être. On peut aller assez loin dans le détail et faire des choses plus compliquées, mais en soi, les versions de base peuvent être relativement simples. On l'a vendu en septembre 2024 et on a rejoint le groupe Septéo. Voilà. Et moi, mon historique, donc j'ai travaillé chez Airbus et Safran en tant qu'ingénieur avant de fonder Ideta et j'ai eu l'opportunité d'être prof de statistique à ESSEC. Voici le programme du jour. Le programme du jour, c'est partir vraiment de un peu de zéro, sans forcément y passer trop de temps, mais partir de zéro pour bien mettre à plat les définitions. Donc dire c'est quoi un chatbot, c'est quoi un callbot. De repartir sur l'historique, qu'est-ce que ça change vraiment de ChatGPT, parce que je pense que beaucoup de gens ont commencé à tester ChatGPT à partir du moment où c'est sorti en 2022, mais n'avaient pas forcément une idée de ce que ça change vraiment pratiquement et ce qu'on est capable de faire aujourd'hui par rapport à ce qu'on n'était pas capable de faire avant. Ensuite, on va revoir, on va revoir les cas d'usage classiques, c'est-à-dire les trucs qu'on voit tout le temps sur les chatbots, et on va discuter un petit peu de la façon dont on mesure les choses auxquelles on s'intéresse pour mesurer le ROI. Et enfin, une partie un peu plus tournée vers le futur, qui sera les opportunités, les pièges et voilà, la stratégie, comment développer et comment l'exploiter. Donc rapidement, un chatbot, en fait, c'est quoi? Vous avez probablement joué avec ChatGPT ou alors sur les pop-ups, sur les sites internet. C'est un programme qui interagit avec des utilisateurs via une interface de messagerie, donc pour répondre à des questions ou réaliser des actions. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire via SMS, WhatsApp, sur un site internet, sur Microsoft Teams, sur Slack, il y a quelqu'un qui va répondre à vos questions, qui va effectuer des actions, mais c'est pas un humain, c'est un robot. La difficulté, c'est que contrairement à une interface classique où on clique sur des boutons comme sur Airbnb, où on dit voilà, je vais réserver, ou pour une réservation de train, je vais réserver de telle date à telle date, et on choisit exactement le bon format et on a une maîtrise un petit peu du format d'entrée. En fait, là, le format d'entrée, c'est la communication, c'est le verbe, et donc c'est plus compliqué, ça demande plus d'intelligence que de faire des processus avec des interfaces graphiques. L'avantage, c'est que c'est plus souple, c'est-à-dire qu'en termes d'interface, moi, je peux dire ce que je veux, je ne suis pas limité à ce qu'on me propose, mais c'est aussi la complexité, c'est-à-dire que l'utilisateur, il peut dire ce qu'il veut et le chatbot doit réagir. Un callbot, c'est quoi? Grosso modo, c'est le même principe, sauf qu'on va le faire sur des appels téléphoniques. La différence avec les appels téléphoniques, c'est qu'il y a toute une partie de speech to text et de text to speech. Donc, c'est convertir la voix en texte pour pouvoir l'analyser comme dans un chatbot. Et ensuite, une fois qu'on a le texte de réponse, pouvoir générer la réponse. Donc, ça ajoute des briques technologiques additionnelles, ça ajoute du temps de traitement additionnel. Et aujourd'hui, ça commence à être plutôt pas mal. Après, il y a même des modèles qui utilisent pas ces briques, mais on va pas rentrer dans ce détail. Mais grosso modo, ça s'est beaucoup amélioré. Notamment en termes de qualité de la voix qui est de moins en moins robotique, mais on est quand même on a quand même cet effort
conversion de la voix en texte et du texte en voix qui rajoute de la latence et qui rend voilà, c'est un petit challenge aussi, parce que c'est pas comme dans le chat, parce qu'il y a des erreurs qui peuvent être faites au niveau de la conversion de la voix, et donc ça rajoute un challenge pour bien comprendre et le mettre en place. Donc, c'est quoi un chatbot? Donc là, vraiment, très rapidement, on fait une petite vidéo. J'espère que vous la voyez. C'est quelque chose d'assez rapide. Donc, c'est sur notre site internet. Si vous voulez le tester, c'est ideta.io. Vous pouvez voir, voilà, la différence. Aujourd'hui, ben, c'est un robot, on le met sur son site internet, on lui dit bonjour, il répond, il dit, il agit comme un petit peu un commercial, ou voilà, comme si on appelait au téléphone, mais sauf que c'est un chat. Et là, on va poser une question parce qu'on n'a pas envie de chercher dans le site. Il y a beaucoup de pages sur un site internet aujourd'hui. Donc, si c'est pas juste une landing, et ben, on sait pas, c'est pas si facile de savoir ce que font les gens, etc. Donc, le chatbot permet de, voilà, répondre à des questions sur des sujets. Donc là, c'était une question sur WhatsApp. Voilà. Ça, c'est le format classique qu'on voit peut-être probablement le plus souvent sur les sites internet. C'est la petite pop-up en bas à droite. Alors, attendez, il faut que je quitte. Voilà. Alors, et c'est quoi un callbot? Alors, ce sera, si vous voulez en tester un, je vous mets ça. Vous pourrez tester en l'appelant à ce numéro pour voir un petit peu la qualité de la voix. J'espère que je ne me suis pas trompé dans le numéro, sinon on enverra un numéro de correctif. Mais normalement, c'est le bon, parce que j'ai fait des changements récemment. Donc, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est pareil, c'est la même chose, sauf que c'est au téléphone. Donc, je vous laisserai le tester si vous avez envie. Maintenant, parlons rapidement de ChatGPT. Donc, et au-delà de ChatGPT, c'est tout ce qu'on appelle les LLM, les Large Language Models, et ce qu'ils ont changé. Donc, avant, en fait, on ne parlait pas de Large Language Model, on parlait avant tout de Machine Learning. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant, le chatbot, il pouvait comprendre des thématiques précises pour guider une conversation. Ça veut dire, si je pouvais l'entraîner si je voulais faire un chatbot support IT, je pouvais l'entraîner à détecter j'ai un problème avec mon téléphone, ou j'ai un problème avec mon ordinateur, ou on pouvait lui apprendre quelques thèmes en lui renseignant des phrases d'exemple notamment. On pouvait l'amener à détecter, à comprendre ce que disaient les utilisateurs, et ensuite avoir une réponse qui était figée. Donc, on était, OK, là, j'ai détecté que l'utilisateur, il a un problème, on va dire, par exemple, plutôt RH, sur ses congés. Je vais lui apporter la réponse liée au congé. Il a un problème avec tel problème, avec, je sais pas, sa fiche de paye. Je vais lui amener une réponse liée à sa fiche de paye. Alors, on pouvait aller dans plus de détails, on pouvait extraire des informations, mais c'était assez compliqué. C'était assez, ça demandait pas mal de temps de paramétrage. Donc, c'était vraiment pour avoir le gain. C'était voilà, c'était plutôt des gros projets. Fallait y passer beaucoup de temps. Il y avait des prestations de services associées. Donc, on pouvait utiliser le logiciel, mais si on utilisait le logiciel, on allait y passer pas mal de temps pour arriver à faire son cas d'usage. Voilà. La différence aussi fondamentale, c'est que le chatbot n'avait aucune connaissance intrinsèque, dans le sens où si je ne lui disais pas quoi répondre, par exemple, et que on lui faisait une question sur les monuments historiques et qu'on lui demandait quelle est la hauteur de la Tour Eiffel, il était incapable de répondre. Il fallait lui fournir la réponse aussi à apporter à ce genre de questions. Donc, il est totalement ignorant. C'est une mémoire vide. Donc, après, on peut lui faire dire ce qu'on veut, mais justement, il y avait rien. Et aussi, il n'y avait pas de capacité de raisonnement. C'est-à-dire que toute la logique, elle se faisait autour. C'est-à-dire qu'on appelait l'IA, enfin les algos de machine learning on appelait ces algos-là, et ils nous donnaient des réponses, mais eux ne faisaient pas ils remplissaient une tâche qui était de classifier si c'était un problème sur les congés, ou sur la fiche de paye, ou sur une demande de maternité, congé maternité, etc. Ça, il arrivait à le classifier. Mais en soi, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Zéro, quoi. Enfin, aucune connaissance. Ce qui s'est passé après, c'est ChatGPT. Je pense que vous l'avez, beaucoup d'entre vous l'ont testé. Je pense que maintenant, enfin, si vous êtes sur un webinaire sur l'IA, je pense que vous l'avez testé. En tout cas, si vous ne l'avez pas fait, il faut le faire, au moins voir ce que ça donne. Et en tout cas, la différence, c'est que les chatbots n'ont plus besoin d'être programmés pour mener une conversation.
Donc, ça veut dire que si vous lui dites bonjour, il vous répond bonjour. Si vous lui posez une petite question sur voilà, comment ça va, il va vous répondre. Intrinsèquement, il a cette capacité. Donc, il a un certain niveau enfin, il arrive à faire beaucoup mieux illusion dans la gestion de la conversation. Donc, moi, je ne rentre pas dans le débat de est-ce que c'est vraiment intelligent ou pas intelligent. Ça, chacun se fera son opinion et c'est ouvert à la controverse. Mais en soi, la compétence, c'est que mener une conversation, c'est plus un problème. En outre, ils ont aussi des connaissances de base. Donc, si on lui demande la hauteur de la Tour Eiffel, alors il va peut-être se tromper, mais il va donner une réponse. Donc, c'est comme nous. Si je vous demande à vous la hauteur de la Tour Eiffel, vous la connaissez probablement pas. Vous avez peut-être un ordre de grandeur, vous avez peut-être, vous allez dire, je sais pas, 300 mètres. Mais en soi, la valeur exacte, vous l'avez probablement pas. Lui, c'est pareil. Il a souvent un ordre de grandeur et c'est voilà. Mais en tout cas, il a des connaissances. Il peut se tromper, mais il a des connaissances. Et il a des compétences intellectuelles plus avancées. C'est-à-dire que là où je vous disais, par exemple, avant, si c'est pour faire une réservation sur une demande de train, je veux aller de Paris à Bordeaux le 23 janvier à 17 h et repartir, c'était l'enfer. Voilà, ça fallait des dizaines de phrases d'entraînement, alors on pouvait arriver à faire des trucs, mais c'était vraiment plutôt compliqué. Là où aujourd'hui, on dit ce qu'on veut et hop, on lui met la phrase, il extrait l'information et en fait, il a cette capacité de comprendre le langage pour comprendre que il y a la date de départ, la date d'arrivée, et peu importe dans quel sens on met un peu les mots, il n'y a pas besoin de prendre tout ça en compte. Et en outre, il a aussi une logique de base. C'est-à-dire qu'il comprend, si on lui dit si c'est très froid, est-ce que je vais me brûler? Il va comprendre, normalement, il est censé répondre non, parce qu'il a compris dans un certain sens un certain nombre de phénomènes logiques. Voilà. Et Yanis, justement, on peut le nourrir quand même, le chatbot. Alors oui, ça c'est vraiment le LLM. Je parlerai de comment on le nourrit après. Si ça va, juste continuer sur cette partie-là, mais oui, on le verra dans la partie RAG, qu'on peut le nourrir et après le façonner un peu plus. Donc ça, c'est justement ce qu'on fait chez iData, mais j'en parlerai un peu plus. Alors, si ça vous va, je vais vous faire une petite démo sur ChatGPT pour que vous compreniez rapidement ce que ça veut dire. Si vous avez ChatGPT, vous pouvez le faire. Grosso modo, on va lire ça. Donc, c'est une façon un peu... Alors, tu incarnes... Là, vous voyez ChatGPT, on est d'accord? Oui, okay. Très bien. Tu incarnes un homme du Moyen-Âge. Voilà. Tu incarnes un homme du Moyen-Âge, point. Hop, et on va lui demander, comme j'ai mis dans le chat, on va lui demander, peux-tu m'acheter une télévision? Donc là, ça c'est pour illustrer justement, la conversation et 2, la logique. Peux-tu m'acheter une télévision? Donc comme c'est un homme du Moyen-Âge, il n'est pas censé savoir ce que c'est. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Là, on ne l'a pas entraîné, on ne lui a rien appris, mais il embarque ça. Il a compris, Moyen-Âge, télévision, ça ne matche pas, c'est un anachronisme, hop, et il répond dans le style d'un homme du Moyen-Âge, supposément. Ça, c'est assez important parce qu'en fait, ça change quand même beaucoup de choses dans l'effort qui doit être fait pour programmer un chatbot quand il embarque suffisamment d'intelligence pour se débrouiller quand même de tous les petits pièges qu'il peut y avoir dans une conversation. Et alors, ça respecte les consignes, c'est-à-dire que je lui ai dit de faire un homme du Moyen-Âge, il incarne l'homme du Moyen-Âge, mais là, justement, la question, c'est si je lui dis maintenant, tu es cosmonaute, là. Maintenant, tu es cosmonaute, maintenant, tu es cosmonaute. En soi, il va le faire. Voilà. Mais sauf qu'en soi, s'il incarne un homme du Moyen-Âge, il ne peut pas savoir ce que c'est un cosmonaute. Donc, en soi, on l'a eu. Il est sorti du rôle qu'on lui a donné. Donc ça, c'est le souci qu'il y a, c'est qu'en fait, ils obéissent. Ils ont tendance à vouloir obéir aux instructions. Et comme ils veulent obéir aux instructions, s'il y a des instructions contradictoires, on va avoir des comportements contradictoires sans forcément avoir une demande de clarification. Donc par exemple, il aurait pu dire
je sais que je sors de mon rôle, mais est-ce que je devrais pas être en train d'incarner un homme du Moyen-Âge? Ça va être la difficulté, c'est gérer tout ce qui peut être un petit peu contradictoire. Or, et dans une conversation, il peut y avoir plein de choses contradictoires. Donc ça a donné naissance au prompt engineering, qui, en fait, il va avoir... moi, je sais qu'il y a plein de méthodes. Enfin, je trouve que on peut s'inspirer de pas mal de méthodes. Moi, ce que je trouve qui fonctionne assez généralement et qui est assez versatile, c'est de garder des principes clairs quand on veut pas trop entrer dans le détail. C'est donner des informations claires. Grosso modo, c'est pour donner des instructions à mon chatbot pour qu'il fasse ce que je veux, c'est quelles sont les instructions que je donnerais à un stagiaire ou à un employé ou même le brief que j'aimerais recevoir pour effectuer une tâche. Faut pas s'étonner si on lui dit, si on lui donne des instructions très vagues, que le résultat soit très vague. Et en soi, ce à quoi il faut faire attention aussi, c'est que si on donne trop d'informations, il faut arriver à donner les informations de façon assez concise. Et c'est pas toujours fais ci, fais ça, parce que je vois beaucoup de gens qui, quand ils font du prompt engineering, ils essaient vraiment d'avoir un peu de programmer le bot. Si on te dit ça, tu fais ça. Si on te dit ça, tu fais ça. Mais par contre, si on te dit ça, tu fais pas ça. Enfin, et donc, en fait, ça donne quelque chose de très lourd. Et en fait, ça va au-delà de sa logique qui devient, en fait, ça le rend confus parce qu'il n'a pas forcément... En fait, la meilleure façon que je trouve de l'expliquer, c'est que, imaginons que vous avez un brief de très long. Mais en fait, la façon dont l'IA fonctionne, c'est comme vous. C'est je vous donne un brief de 3 pages à lire et vous devez répondre après en moins de 10 secondes en respectant toutes les règles. Donc lui, bon, il est plus rapide, plus programmatique, donc il arrive à avoir accès à tout ça. Mais dans l'idée, c'est ça. Je vous donne un très long brief et hop, vous devez après respecter toutes les règles. Parce que lui, il n'a pas l'historique de toutes les règles, il les reçoit à chaque fois que vous le sollicitez. Donc, faut lui arriver à lui donner des informations plus dans des nuances, lui donner un style. Voilà, faut essayer de faire ça. Quitte à des fois, c'est ce qu'on fait dans l'IDETA, avoir 2 IA, une qui s'occupe de faire la réponse et une qui vérifie. Donc ça permet de découper un petit peu le prompt et de s'assurer qu'il y en a un qui est pour la réponse, l'autre pour la mise en forme. Ça fonctionne pas mal parce qu'en fait, ça évite de mélanger les thématiques et de rallonger le prompt. Voilà. Et aussi, le plus important, c'est parce que ça se joue oui, alors je ne partageais pas le bon onglet, pardon. Ah si, tout était bon. Ah, c'est bon, ok, pardon. Mm. Alors, je fais quoi Attendez. On vous voyez... est toujours sur le prompt engineering. Ah oui, pardon. Vas-y. Non, je me suis perdu dans les tables. Et donc, voilà, donc l'important, c'est vraiment de tester. Des fois, si je l'ai vu, ça se joue à un mot, une tournure de phrase, un adjectif. En fait, voilà. Et donc, nous, notamment, ce qu'on a fait, je vous le montre rapidement sans forcément vous prendre trop de temps là-dessus, mais en fait, on a fait un outil qui permet quand on développe un chatbot chez nous, on récupère alors, hop. On va commencer comme ça. En fait, on récupère... on est capable de mettre un benchmark. Donc, on va mettre son prompt, là, par exemple, et on est capable de mettre une question. Donc, comment tu t'appelles? Hop. Alors, j'ai pris un bot au hasard, donc je suis même pas sûr d'avoir un entraînement dessus. Mais si on met comment tu t'appelles, en fait, derrière, je crois que j'ai pas d'entraînement sur celui-là. On va pouvoir l'exécuter, on va avoir la réponse qui s'ajoute. Et en fait, on va avoir comme ça, on va être capable d'avoir la réponse qu'on aimerait avoir et la réponse de l'IA. Là, je suis pas sûr qu'il se passe quelque chose. Voilà. Donc là, oui. Juste avant, tu ajoutes un site, le site de la personne qui te demande un chatbot, c'est ça? Ouais, on en reparlera je vais en reparler dans le RAG, mais c'est exactement ça. On peut utiliser le site internet de la personne, on peut utiliser ici des documents. Donc ça peut être des vidéos, ça peut être des FAQ, ça peut être des PDF, des textes, ça peut être voilà, enfin tout. Son site internet, ça peut être le site internet de sa documentation. Donc nous, par exemple, on l'a fait sur notre bot support ici, on l'a fait en se basant sur notre forum. Et en plus, on va aller le crawler, crawler régulièrement pour aller récupérer des informations qui soient à jour.
Voilà. Donc ça, c'est le... Et donc, c'est ce que donne le RAG, c'est ce dont j'avais parlé tout à l'heure, c'est l'idée du RAG, c'est le LLM, il a des compétences intrinsèques, il connaît la taille de la Tour Eiffel, mais ce qu'il ne connaît pas, c'est probablement, sauf si vous êtes une très très grosse boîte, genre Salesforce, ou enfin, si vous êtes un truc qui est vraiment très connu, en général, il ne connaît pas votre métier à vous. Donc, il ne connaît pas vos procédures en interne pour les RH. Il ne connaît pas les procédures du support IT. Il ne sait pas quoi faire dans tel ou tel contexte. Il ne connaît pas la politique de note de frais. Donc, il ne connaît rien qui soit vraiment spécifique à vous. Donc, la façon de répondre à ce problème, c'est ce qu'explique le graphe, mais je vais vous l'expliquer, c'est qu'en fait, au moment où on va poser la question, on va être capable d'aller chercher soit dans une API, soit dans une base de données de documents. Donc ça, c'est ce qu'on fait chez nous quand on va ponctionner quand on va aller prendre le site internet, quand on va prendre les documents RH, quand on va mettre tout ça dans une base de données. Et le chatbot, avant d'aller répondre, il va aller chercher dans la base de données. Là, c'est la partie qu'ils mettent ici. Il va aller chercher les informations les plus pertinentes. Et on va les renvoyer à l'IA qui, elle, va donc lire, parce qu'en fait, c'est ça ce que ça fait bien, ça va lire les informations rapidement et écrire une réponse. Voilà. Donc, en passant par le LLM. Donc, c'est ça le RAG. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais vous le saurez comme ça, parce que c'est un terme quand on suit un petit peu les problématiques d'IA, on en entend parler. C'est vraiment cette idée, ça s'appelle Retrieval Augmented Generation, et ça, c'est la partie Retrieval, c'est quand on va chercher de l'information. Et chercher de l'information, ça peut être dans des docs, ça peut être de façon très variée. Mais en tout cas, voilà, c'est aller chercher des documents, une base de données, c'est ce qu'ils expliquent là. Et ça, ce que ça permet, c'est d'avoir le LLM qui devient un agent pour vous, pour votre boîte, pour votre cas d'usage. Voilà. Tu avais une question, Aimée, justement, tout à l'heure sur le RAG? Non? Oui, parce qu'en fait, nous, on avait eu un webinaire avec ZenChef en janvier qui parlait justement de toute cette transformation du service client avec l'IA. Et tu vois, moi, je me souvenais qu'ils avaient nourri justement leur service client avec 3 outils différents. Tu vois, ils avaient Volubill en agent IA, Zendesk ou Ultimate AI, et ils avaient Aregla Dust pour différentes actions, tu vois. Analyser des tickets et appels clients, l'agent IA conversationnel et gestion des tickets et chatbots dotés d'une IA intégrable sur tous les supports, tu vois. Ils avaient fait ce 360 pour nourrir justement le chatbot et qu'il y a à la fois ce côté répondre quantitativement, mais derrière qu'il y ait de la qualité et de l'humain aussi à la fin, tu vois. Et ben en fait oui, justement après je connais pas leur setup, j'ai pas vu ce webinaire, mais dans l'idée je pense que c'est effectivement nous on le fait aussi d'aller voir les tickets Zendesk en knowledge source. Pour un client on a mis, enfin parce que des fois les tickets peuvent être longs, on fait même des résumés des tickets et pour faire en sorte que l'historique du support client puisse être réutilisé par l'IA et qu'elle ait une base sur laquelle s'appuyer pour répondre aux questions des gens. Mais effectivement, enfin, sur le principe du RAG, l'idée c'est d'aller chercher des informations. Oui, et Yannis, justement, tu as Jocelyn qui te demande avec le RAG, est-ce qu'on est d'accord que l'IAG utilise les données de la base vectorielle mais ne va pas les conserver, les utiliser pour une demande d'un autre utilisateur du même LLM qui n'utilise pas ce RAG? Ouais, exactement. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il va chercher des informations dans la base de données, ça se fait à la volée. Donc, il va lire des extraits de la base de données. Et c'est pour ça que c'est relevant information, c'est qu'il ne peut pas lire toute la base de données. Parce que justement, sinon, en fait, on l'aurait mis dans le prompt au début, il n'y aurait pas eu besoin de s'embêter. On aurait juste fait un très long prompt et voilà. Mais en soi, oui, pardon, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Non, et donc justement, donc il répond à la volée, il va aller chercher les infos et répondre en se basant sur ces infos. Et donc, avant que tu poursuives, il y a aussi Pierre qui te demande, parmi toute l'offre des LLM, lequel conseillerais-tu aussi? Alors, en fait, je pense que alors, ils ont chacun un peu leur spécificité. Donc, en fait,
ChatGPT, c'est un peu le truc où ça marche plutôt bien en général. Claude est très bon, je pense un peu meilleur en soi. La différence, ça dépend beaucoup des cas d'usage, parce que il y a des entreprises qui sont plus réticentes à utiliser d'autres LLM que ChatGPT, parce que à cause de l'accord qu'ils ont avec Microsoft. Il y a beaucoup d'entreprises en France qui sont sur Microsoft, qui utilisent Microsoft Azure, et ils n'ont pas envie d'aller avoir un service en plus, une clé. Et donc, en fait, le fait que ChatGPT soit intégré à l'offre d'Azure, pour eux, c'est un gros avantage. Donc, si vous avez des contraintes de DSI, etc., bah, souvent, au final, vous n'allez pas avoir tant de choix que ça sur les LLM. Mais sinon, les LLM qui marchent très bien, Claude marche très bien. Je pense qu'il est un peu meilleur. Si vous avez des contraintes sur le fait d'être français, bah, Mistral, il fonctionne très bien aussi, mais je pense un peu moins bien que les autres en soi. Mais je pense que le vraiment meilleur, c'est Claude. Après, c'est pas forcément non plus ça dépend. Enfin, après les avis divergent, mais je trouve que si c'est en API, c'est peut-être Claude, mais si c'est dans l'interface de chat, c'est peut-être ChatGPT, parce qu'ils ont peut-être un focus produit qui est un peu meilleur. Donc ça dépend comment on veut l'utiliser, mais si c'est pour créer son cas d'usage de chatbot, plutôt Claude. Et après, voilà, faut faire attention à ces contraintes métiers. Voilà. Très clair. Ouais, merci Yannick. Est-ce qu'il y a une autre question ou j'avance? Tu peux avancer, ouais, il y en aura d'autres après. Ouais, et donc, pour vous expliquer rapidement le RAG, comment ça fonctionne, on va créer on va voir comment créer un GPT. Donc, pour ceux qui ont ChatGPT, probablement il faut l'édition payante. Mais donc, on peut configurer un GPT. Donc, un GPT, c'est exactement ça. C'est du RAG, mais fourni directement par OpenAI. Et grosso modo, c'est juste pour là, on va aller directement dans la configuration manuelle, mais vous pouvez noter votre nom, mettre une description, les instructions que fait ce GPT, etc. Donc, ça, c'est le prompt. Et surtout, bah, vous allez pouvoir charger des fichiers. Voilà. Vous allez pouvoir ajouter d'autres fonctionnalités, vous pouvez ajouter la recherche sur le web, etc., pour qu'il soit capable de faire quelque chose. Et après, ça vous fait un lien. Donc, par exemple, nous, on l'a utilisé pour faire... on a fait plusieurs tests, mais il y en a un qu'on utilise assez souvent, qui est pour répondre aux questions sur la compliance. Attendez, je vous le fais. Pour la compliance, voilà, sur la partie technique. Donc, il possède nos docs qu'on enverrait normalement quand on doit répondre à un appel d'offres, etc. Voilà. Et donc, si on veut poser à des questions, il va se baser sur nos documents, il va chercher dans notre base de connaissances pour répondre. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant, ça peut être intéressant à tester, mais donc voilà, ça vous génère, voilà, en se basant sur vos docs, ça vous génère la réponse que après vous pouvez partager, vous pouvez lui donner le style, vous pouvez modifier le prompt, etc. Donc ça, c'est ça le RAG, en fait, c'est on va utiliser vos documents pour faire en sorte que le LLM réponde à votre besoin. Nous, chez IDETA, nous, on fait exactement ça. Enfin, ça revient à faire ça, sauf que ça va plus loin en termes de quand on peut charger les fichiers. Enfin, on reviendra à la fin sur la distinction. Mais en fait, si on peut charger plus de fichiers, on peut les charger directement en se connectant à plusieurs outils, à des Zendesk. Voilà, par exemple, là, on peut pas connecter son Zendesk sur un ChatGPT. Là, vous êtes coincé dans ChatGPT en termes de design, vous pouvez pas l'intégrer où vous voulez. Nous, on a un peu plus on a beaucoup plus d'options d'intégration. Donc, voilà, on reviendra dessus à la fin. Mais en soi, c'est pas mal de tester justement le RAG et se dire, qu'est-ce que je pourrais explorer. Et il y a Oriane qui te demande si elle peut créer un GPT à partir d'une base de données Airtable. Alors ça, je n'ai jamais essayé, je pense pas. Et en plus, assez notoirement, ils ont du mal avec les Excel, les LLM. Enfin, tout ce qui est, enfin, c'est pas un Excel, mais avec les tableurs, ils ont du mal. Ça se tente, mais de toute façon, il faudra l'extraire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de connexion
en tout cas, je ne suis pas expert en GPT, là, je l'ai juste mis pour la démo. Mais il n'y a pas de connexion quand on le propose de le créer. Ici, il propose de charger des fichiers, mais il ne propose pas d'aller voir dans une base de connaissances. Ce que vous pouvez essayer de faire, mais ça, c'est un peu plus technique, c'est de créer une action qui va aller faire un appel à API sur votre Airtable, etc. Mais il faut quand même, là, ça devient un peu plus technique. Donc, il faut mettre le schéma, il faut faire l'authentification. Enfin, il y a 2-3 trucs à gérer, quoi. Donc, voilà. Ça peut se faire aussi dans... Nous, on le fait aussi dans les détails. Alors, mais honnêtement, les tableurs, ça marche pas toujours très bien. Donc, ça dépend ce que vous avez comme source de données. Mais voilà. Ça dépend du cas d'usage. Donc après, on pourra en parler, si vous voulez, à la fin, dans les questions-réponses, de cas d'usage. Les cas d'usage internes, c'est support client, acquisition de clients. Donc sur un site internet, comme je vous l'ai montré. Là, le point commun, c'est le temps humain économisé. Donc souvent, c'est ça quand on fait un chatbot RH, du support IT ou du support client externe, c'est voilà, il y aura moins de charges humaines. Et après, il y a des choses à côté qui sont meilleure conversion parce que la personne est plus contente, meilleure rétention parce que le client il a sa réponse tout de suite. Par exemple, vous pouvez, c'est pas nous qui l'avons fait, mais il y a un chatbot sur Conto. Quand vous lui posez une question, vous n'avez pas besoin d'attendre que votre conseiller vous réponde 24 heures après. Donc, vous êtes content de Conto parce que vous avez eu votre réponse tout de suite. Vous n'avez pas votre problème, il a été réglé rapidement. Et c'est ce qu'on demande d'un support client. Et voilà. Et après, il y a les cas d'usage qui se développent de plus en plus, c'est les assistants IA, où je vais lui donner une base de connaissances, des SharePoint, ou voilà, une base de données importante, et il va m'aider à naviguer dans la connaissance de l'entreprise. Voilà, pour moi, les opportunités, à quoi ça sert, c'est parce que là, justement, on le verra, mais ici, vous voyez, il n'y a pas de temps humain économisé sur l'acquisition du chatbot. C'est offrir, la première qualité, c'est offrir un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est-à-dire que même avec la meilleure des volontés, nous, on finit par dormir. Et par exemple, quand vous êtes une petite boîte, vous mettez, quelqu'un arrive, vous avez fait votre SEO, il y a quelqu'un qui arrive sur votre site internet à 2 heures du matin ou 3 heures du matin. Bon, pas sûr que vous soyez réveillé pour lui répondre et faire face à ses questions. Ensuite, c'est gérer des volumes autrement impensables. C'est-à-dire que, en fait, sur un site internet, donc nous, on a par exemple, on doit avoir, je sais pas, je donne 15 000 visites mensuelles. Mais en fait, je vais pas parler à tout le monde, c'est pas possible. Donc, même s'il y a que 10 ou 20% des gens qui viennent sur le chatbot, en fait, ça fait 3000 conversations à gérer dans le mois. En fait, c'est pour une petite boîte, c'est un équivalent temps plein pour répondre à des questions qui, honnêtement, sont automatisables. Ensuite, ce que ça permet aussi, c'est de consacrer du temps de façon disproportionnée à un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un humain, s'il y passe du temps, grosso modo, à moins que ce soit une asso, on doit le payer. Donc, plus il y passe du temps, plus ça va coûter cher, voire très cher. Or, il y a plein de domaines, donc, par exemple l'éducation ou autre, où en fait, ça marche de consacrer du temps. Donc, si on veut faire un tuteur en anglais qui vous appelle pour vous entraîner, ce sera moins cher avec une IA qu'avec un vrai tuteur. Ce sera peut-être pas le même résultat, ce sera peut-être pas la même qualité, mais au moins vous avez un service qui peut être donné. Si vous voulez faire un tuteur en mathématiques, en fait, il va pouvoir expliquer, réexpliquer, hyper patient, il ne s'énerve pas. il est prêt à vous expliquer les choses dans tous les sens. Et aussi, c'est offrir des services à des gens éloignés de la tech. Par exemple, un secrétariat téléphonique pour les plombiers. Le plombier, il est en train de faire son truc. On l'appelle. C'est peut-être un client, c'est peut-être un ancien client qui a un problème, c'est peut-être un prospect. Et en fait, en soi, s'il avait un secrétariat, il n'a pas les moyens de s'embaucher une secrétaire. Par contre, ça pourrait l'aider d'avoir un secrétariat. Donc, en fait, il y a des... Et pareil, les gens, ils l'appellent après le travail. Lui, il aimerait bien rentrer chez lui. Mais s'il ne décroche pas après 19 h, il n'a pas de clients. Donc, bref, c'est aider les gens à faire ce genre de choses. C'est un peu les grandes opportunités. Alors, j'en ai peut-être oublié, mais c'est un peu dans les grandes lignes ce qui permet de développer un chatbot utile, quoi. Et donc, un exemple, donc ça, c'est un chatbot qu'on a fait pour une boîte qui utilisait notre logiciel
logiciel. Et eux, ils ont vraiment pris, justement, c'est un assistant sur les je vais vous le faire comme ça. C'est un assistant pour les thérapies, comment on dit, enfin, c'est pas des médecins, mais voilà, c'est la naturopathie, j'ai oublié le nom. Médecine douce. Voilà, pour les médecines douces, exactement, merci. Merci Aimé. Donc, vous voyez, là, on a normalement un site assez classique, joli, mais voilà, il y a les médecines douces, on les choisit, et après, on doit trouver sa thérapie, etc., etc. Et là, ce que fait l'IA, en fait, c'est que, elle est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et surtout, not feeling too well. Voilà. Et en fait, elle va prendre le temps de voir ce qui ne va pas chez moi pour me conseiller. Donc, je vais lui dire, je suis, I'm very tired. Enfin, je peux le faire en français, je pense. Je suis très fatigué en ce moment. Voilà. Et là, petit à petit, elle va s'intéresser à moi. Depuis combien de temps vous ressentez cette fatigue? Et quelque chose, et en fait, elle va parcourir comme ça je vous invite à le tester si vous voulez. Mais grosso modo, ça va vous permettre, on peut y passer un temps disproportionné en soi. C'est-à-dire que si chaque personne qui appelait un standard par exemple, même Doctolib, si on appelle un standard téléphonique, genre un SOS médecin, et que lui, ah bon, ça va pas. Non, enfin, SOS médecin, ils sont obligés d'aller droit au but. Alors oui, vous avez un problème, c'est un enfant, il a quel âge? Hop, 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 ok, un médecin viendra. Voilà. Et là, on peut vraiment créer une autre ambiance et s'intéresser un peu plus aux gens, extraire de l'information. Et donc, et après, un humain va avoir un résumé ou autre chose. Donc ça, c'est un cas d'usage intéressant. Je vais essayer de ne pas prendre... je crois qu'il faut que je finisse bientôt. Oui, vas-y. Et donc IDETA, c'est quoi? C'est ce que je vous expliquais. C'est un peu comme ChatGPT, les GPT de ChatGPT. Mais sauf qu'on peut utiliser des sources de données beaucoup plus variées. On peut prioriser ces documents, c'est-à-dire le RAG. C'est pas une boîte noire. On peut vraiment jouer avec et améliorer des paramètres pour faire en sorte que ça fonctionne mieux. On peut se connecter à des API et des sources de données, des bases de données de façon assez complexe, relativement facilement. On peut aussi se priver d'IA à certains moments, parce que des fois, l'IA, il y a certaines choses où elle est encore confuse, et puis en fait, pour faire certaines choses, c'est mieux d'avoir une calculatrice que d'avoir une IA. Ça, on est capable de le faire. On peut aussi avoir plusieurs IA dans une même conversation, ce qui peut être utile justement pour faire des post-traitements, pour séparer les prompts, pour faire des choses vraiment sur mesure. On peut déployer à quasiment où on veut. Le design, il est personnalisable quand on le fait sur son site web. Et on a aussi la supervision des conversations. C'est-à-dire que dans ChatGPT, vous allez déployer votre bot, vous allez le tester pour vous, mais vous ne savez pas ce qui s'est passé pour les autres personnes qui ont utilisé votre GPT. Donc, vous ne savez pas en fait vraiment s'il marche bien ou il ne marche pas et s'il vous aide à répondre au support client ou peu importe, ou à faire votre cas d'usage. Donc, vous n'avez pas vraiment cette supervision. Et donc, à quoi ça sert? Ça peut permettre de créer des produits. Nous, par exemple, on a fait un répondeur IA. Donc, c'est pas pour les plombiers, mais c'était on l'a fait au sein de Septéo, parce que Septéo, ils ont des verticales. On l'a fait pour des campings, on l'a fait pour des avocats. Donc, c'est des répondeurs IA thématiques. Et on a fait aussi des auto-commenters sur Insta et Facebook. Donc, vous avez un post sur Insta, un commentaire. Vous avez fait un post sur Insta, quelqu'un commente, et hop, vous pouvez lui répondre. Donc ça, c'est sympa. Et sinon, en fait, les cas classiques qu'on a évoqués plus tôt, chatbot RH, support IT, chatbot support, acquisition et l'assistant IA. Est-ce que vous avez des idées de projet ou des questions? Oui, c'est pour ça que j'ai commencé à anticiper en demandant des questions dans le chat. Et c'était hyper intéressant. Tu voulais aussi nous faire une démo d'un call bot, non? Avec le numéro que tu avais mis, je sais plus. Ouais, ça justement, alors je peux pas le faire en live. Ah oui. Parce que tu sais, c'est pas je peux pas l'appeler, enfin je peux pas le partager, mais en soi, je sais pas s'il récupère la presse, mais si c'est pas le bon numéro comme je suis, parce que je l'ai fait, j'ai corrigé des trucs, je pourrais vous le renvoyer, enfin vous pourrez le renvoyer si vous récupérez le bot. Oui, carrément. Si, on va faire tout le suivi. Et donc, tu as Bernice qui demande
par rapport à l'auto-commentaire via les chatbots. Ils trouvent ça génial, mais est-ce que ça se passe mais comment ça se Ah, passe? alors C'est bah, ça, technique à faire ou pas si vous pour les avez réseaux 2 sociaux? minutes, je peux vous montrer. Ouais, Ça, c'est trop bien. hop, ici, partager. Donc ça, c'est un outil, donc ça se passe là, grosso modo. Webinaire, Ah, trop bien. faut pas que je me trompe. J'ai bien partagé le Donc là, ideta.io et donc, c'est ouais. un lien spécial, mais grosso modo, c'est privatereplies.itape.io, je l'ai mis dans le chat. Si vous créez un compte, en fait, vous pouvez créer une campagne. Vous choisissez une page à laquelle vous souhaitez vous connecter. Vous sélectionnez le post, vous donnez un nom à votre démo. Là, vous choisissez si c'est sur tous vos posts, donc si elle répond automatiquement à tous vos posts, ça marche mieux quand on fait de l'IA et ça marche moins bien quand on fait pas d'IA. Ou alors, donc là, ce sera vraiment comme un community manager qui va répondre à tous les posts. Et là, vous pouvez sélectionner ici soit Padia, soit ChatGPT, soit un bot IDETA, grosso modo. C'est les trois. Et si vous faites ChatGPT, c'est ce qu'on s'est dit, c'est du prompt engineering. Vous devez lui donner les instructions. Donc, il y a des petites variables, il faut qu'il connaisse le commentaire, il faut lui passer le commentaire en variable, il faut lui passer le nom de l'utilisateur en variable. Voilà, on peut lui passer 2-3 variables comme ça en paramètres. Et donc, il va être capable de générer enfin, il va répondre en utilisant le prompt. Et on peut lui envoyer soit un message privé, donc il va recevoir en inbox, enfin, non, il peut faire les deux. Il va recevoir ou un message privé dans son inbox ou un message public comme un commentaire, une réponse à ce commentaire. Et donc là, on peut le paramétrer, c'est un prompt. Et alors après, on peut mettre des options de délai pour que ça ait l'air plus ou moins naturel. Et après, on publie sa campagne et c'est bon. Après, si vous voulez faire des choses vraiment plus compliquées, dans ce cas, je vous recommande plutôt de m'envoyer un petit message. Mais là, si vous voulez faire des choses plus compliquées que juste un prompt, c'est possible. Si vous voulez faire du RAG, c'est possible. Mais dans ce cas, il faut utiliser un bot IDETA. Et il faut créer un bot et ensuite, on va aller le sélectionner. Mais il faut avoir créé le bot avant. Donc ça, après, on peut en parler. Voilà. Et donc, si vous sélectionnez le bot, c'est la même chose. Sauf que si vous faites un bot IDETA par rapport à juste un prompt ChatGPT, c'est que vous allez avoir toutes les fonctionnalités de RAG, de récupération, voilà, de faire des scénarios, de dépendre en fonction du jour, de la météo, etc. Voilà. Mais je trouve que c'est assez simple, mais après, vous le testerez, vous me direz. Foncez, échanger avec Yanis, ça a l'air simple comme tu dis, mais hyper intéressant tout ce que vous avez fait chez IDETA pour le rendre simple justement. Parce que moi, j'avoue, je trouve ça complexe, mais c'est bien. Bravo, en tout cas. Alors attends, parce que là, Oriane, ah oui, ok. Elle nous a posté un long message. Je travaille actuellement sur un projet de création d'un assistant IA intelligent et je souhaite évaluer dans quelle mesure votre solution peut répondre à mes besoins. Concrètement, elle souhaite développer un assistant capable de répondre à des requêtes complexes comme et Quel est le meilleur expert de mon réseau pour ce sujet? L'agent devra alors croiser des données provenant de plusieurs sources, Airtable, Dossier Drive, Espace Notion, Web, pour identifier et recommander la personne la plus pertinente. Mes questions, est-ce que votre technologie permet de créer ce type d'assistant conversationnel multisource? Avez-vous déjà réalisé des projets similaires, notamment avec une interconnexion de base comme Airtable, Google Drive, Notion ou des recherches web? On peut avoir ton calendrier pour prendre rendez-vous. Question d'après. ouais, je suis en train de le trouver. Si tu veux que je le fais ça en attendant comme ça, on pour que tu fait ça répondes du à coup. Oriane. Ouais, trop bien. Ça c'est rapide. Alors, est-ce que notre technologie... Alors, en soi, il faudrait rentrer dans le détail, mais je pense que la difficulté que vous allez avoir, c'est la façon dont on le fait. Nous, par exemple, on l'a fait pour le CNAM, on l'a fait, mais en utilisant des API. C'est-à-dire qu'il faut quand même créer cette couche d'intelligence ou de programmation où on va aller être capable de faire une requête. Donc, c'est-à-dire que l'IA, elle va être capable de discuter avec la personne pour bien identifier quel est le problème qu'elle est. Parce que pour trouver le meilleur expert du réseau pour un sujet, il faut déjà avant tout bien identifier quel est le problème qu'on essaie de résoudre. Donc ça, l'IA, elle va, comme pour iHeal, les médecines douces, et voilà, elle va pouvoir discuter, essayer de bien comprendre le problème, les spécifications du problème, pour vraiment aller chercher tous les paramètres qu'il faut pour ensuite aller chercher l'info dans une base de données.
Pour croiser les données, à ce moment-là, il faudra aller chercher, faire une requête dans Airtable, faire du RAG sur le Notion ou sur le Drive. Et ensuite, toutes ces infos, on va les renvoyer, voilà, comme dans le RAG classique, à l'IA. Voilà. Donc, en soi, c'est possible, mais c'est vrai que quand on fait des choses voilà, assez complexes et différentes, voilà, faut mesurer à quel... Enfin, faut arriver à se dire, voilà, dans Airtable, je ne peux pas juste lui fournir un gros Airtable, il faut que je fasse une requête à API via Airtable pour aller chercher des éléments relativement spécifiques. Parce que si je lui envoie tout un Airtable, il va se perdre. Voilà. C'est à peu près sûr. Donc, il faut parfois faire une petite couche technologique d'API pour fluidifier les choses avant. Voilà. Et est-ce qu'on a réalisé des projets similaires? Alors, nous, on n'a pas de connexion à Airtable. En soi, on le fait on peut le faire via API. Enfin, des intégrations, c'est pas on en fait pas mal. Mais après, tout dépend. Après, si vous voulez, on pourra en parler. On n'a pas d'intégration native à Airtable, mais on a des bulles API qui permettent d'aller se connecter à peu près tout et n'importe quoi. Mais voilà, en soi, voilà, faut discuter un petit peu de ce qu'il y a dans Airtable, de comment, voilà, quelle information on va récupérer. En soi, ça me semble faisable. Après, pas forcément avec nous ou non, ça c'est une autre question. Mais en soi, ça me semble faisable. Ok, écoutez, Jamel, Oriane et tous les autres du webinaire, on a mis 2 fois ton lien Calendly, donc ça c'est bon, vous pouvez prendre rendez-vous avec Yanis. Et juste rectification avant qu'on se quitte, déjà merci Yanis, merci à chacun et chacune pour voilà, votre présence, vos questions. Ce n'était pas le webinaire avec Zendesk, mais avec ZenChef. Toutes mes excuses, je ne sais pas pourquoi j'ai nommé une autre boîte, mais c'était ZenChef, leur support client. Voilà. Mais en tout cas, merci Yanis, c'était vraiment très clair. Et bravo pour tout ce que vous faites chez Ideta. Parce que vous avez fait un beau travail pour rendre ça simple et accessible, Merci. en tout cas. Et merci Pierre, Bernice et tous les autres. Ouais, merci Antoine alumni de la promo 5 qui a cartonné. Voilà. Merci à vous. Bonne journée à tous et à toutes. Bonne pause déjeuner. Et j'ai hâte que tu échanges avec toutes les personnes du webinaire.